16 juillet 1942. Paris. Depuis 4 heures du matin, l'une des plus grandes rafles de l'histoire a commencé. J'ai entendu des coups violents frapper à la porte. Police, ouvrez! Ma grand-mère a essayé de dire, mais ce ne sont que des enfants, rien à faire. La déportation des Juifs d'Europe fut décidée 7 mois plus tôt dans le secret de l'Allemagne nazie. En France, l'opération baptisée la rafle du Veldiv sera menée par la police française aux ordres de Vichy. Tout a été organisé, élaboré, effectué par des Français. Nous n'avons rencontré aucun Allemand. Une opération dirigée par le maréchal Pétain, Pierre Laval et René Bousquet, le chef de la police en France. C'est lui qui entraîne Laval et qui entraîne Pétain à donner la police française. Et cela, c'est un crime absolument impardonnable. La rafle du Veldiv tient son nom du Vélodrome d'hiver, alors temple du sport parisien. Une structure d'acier où furent détenus durant 5 jours et 5 nuits 8160 juifs, sans nourriture, sans eau et sous une chaleur de plomb. C'était indescriptible, c'était un chaos. Il y a une femme, par exemple, qui s'est jetée du haut du gradin, qui s'est écrasée dans une mare de sang. Mais la détention des Juifs dans le Vélodrome d'hiver n'est que la partie émergée d'une opération bien plus vaste, qui durera plus d'1 mois, et durant laquelle plus de 30 000 Juifs âgés de 2 à 55 ans seront déportés. Destination finale, Auschwitz-Birkenau. Ce n'est que durant les années 70, grâce aux archives allemandes et américaines, que l'historien new-yorkais Robert Paxton et l'historien français Serge Klarsfeld établissent la complicité de Vichy. Contrairement à ce que les révisionnistes martèlent aujourd'hui, Pétain et son gouvernement ont ainsi participé à l'assassinat de 4051 enfants, raflés à Paris et âgés de 2 à 15 ans. Vichy a collaboré entièrement à cette opération. Ce n'était pas qu'un crime de guerre, mais un crime contre l'humanité. Grâce aux contributions des meilleurs experts, aux images de synthèse et à la participation des derniers survivants, voici à la manière d'une autopsie les dessous de la grande rafle du Veldiv. La vérité sur le crime caché du gouvernement de collaboration le plus zélé de la Seconde Guerre mondiale. Été 1942, Paris. En France, dans la zone occupée, les Allemands promulguent par ordonnance l'obligation pour tous les Juifs âgés de 6 ans et plus de porter l'étoile jaune. Une marque dont l'objectif est d'isoler la population juive, vue par les nazis comme de la vermine, et de faciliter les arrestations. Annette Krachser est à l'époque âgée de 12 ans. Elle vit avec sa mère et sa sœur rue de Sévigné, dans le 3e arrondissement. Son père absent s'est engagé comme forestier sur un chantier du maréchal Pétain. Rachel Gédinac, 8 ans à l'époque, réside rue du Riz dans le 20e arrondissement avec sa mère et sa sœur. Son père a déjà été arrêté durant les rafles de 1941. Joseph Weissmann, 11 ans en 1942, habite avec ses 2 parents et ses 2 sœurs rue des Abbesses, dans le 18e arrondissement. Tous se souviennent de l'étoile jaune. Cette étoile jaune, il avait fallu aller l'acheter et la payer avec des tickets de textile. Vous voyez, comble d'ironie. Ma mère m'a prise par surprise et elle m'a dit « Viens ici, je vais coudre ça au bon endroit ». Et lorsque j'ai vu ce qu'elle me cousait, j'ai hurlé.
Et j'ai dit, je ne veux pas porter ça. Je m'attendais à ce que les gens me crachent dessus, me jettent des pierres, que les chiens pissent sur moi, etc. Certains enfants voulaient continuer à jouer avec moi et d'autres pas. Et on m'a traité de sale juif. Dans le principe de mes parents, si l'on se soumettait à ces mesures d'exclusion, on se mettait à l'abri d'une arrestation. Puisque le grand mot, à ce moment-là, c'était qu'il fallait être en règle. Les Juifs doivent faire profil bas et ne rien attendre de l'État français. Car dès 1940 et la capitulation, le maréchal Pétain se lance dans la collaboration. Son vice-président du Conseil, Pierre Laval, s'en est même exprimé publiquement. Les ennemis du Reich sont désormais les ennemis de Vichy. Et en premier lieu, les Juifs. Pour le pouvoir français, ils sont partout. Dans la presse, l'éducation, la politique, les arts. Et il faut les en expulser. Pour cela, Pétain, dans un document authentifié en 2010 par Serge Klarsfeld, achève de sa propre main le texte de loi qui fera des Juifs une race à part. C'est le gouvernement de Vichy qui, de sa propre initiative, a décidé des premières lois contre les Juifs. Il y a eu la purge dans l'administration qui était clairement dirigée contre eux. Et puis en août, il y a eu les lois leur interdisant les professions médicales et judiciaires. Des corporations qui étaient supposées être nettoyées des Juifs. En moins de 2 ans, Vichy a fait de la France un pays hostile pour les Juifs. Il ne lui faudra alors qu'un pas supplémentaire pour commettre l'irréparable. « 5 mai 1942, 2 mois avant la rafle. Un avion atterrit non loin de Paris. À son bord, Reinhard Heydrich. Bras droit d'Himmler, il est à la tête du RSHA qui regroupe tous les services de la police allemande, la Gestapo, la Kripo et la SIPO-SD. Heydrich, c'est le super ministre de l'Intérieur du Troisième Reich, à la fois en ce qui concerne l'Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe que l'Allemagne occupe. Il a la main mise sur la politique contre les Juifs et c'est lui qui décide de la mise en œuvre de la solution finale qui a été décidée par Hitler et Himmler en amont. Et donc, c'est l'un des hommes forts du Troisième Reich au printemps 1942. Heydrich est venu dans la ville lumière pour y organiser la traque des Juifs. Et pour cela, il compte sur l'aide des Français. Et particulièrement sur leur chef de la police, René Bousquet. Avocat à 18 ans, chef de cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne à 20, préfet de la Marne à 31. Il est à 33 ans, après Laval et le maréchal Pétain, l'homme le plus puissant de France. Bousquet a à la fois le sens de l'État, il l'a profondément, et aussi une ambition dévorante. Il est le prototype de ce qu'on appellerait aujourd'hui un technocrate, qui est quasiment ce qui se fait de mieux au sein de la haute fonction publique et qui est brillant. Bousquet est un homme brillant. La rencontre est prévue dans les salons feutrés du Ritz. En grande pompe et devant les caméras. Bousquet bondit dans la pièce, sa main tendue pour serrer celle d'Heydrich, comme une jeune star de football. Il était ravi du rôle qu'on lui avait donné et déterminé à le jouer pleinement. Ce que les caméras ne montrent pas, c'est la négociation qui se joue dans l'ombre. Car Bousquet veut obtenir le contrôle de la police française en zone occupée, contrôlée depuis l'armistice par les autorités allemandes. Une proposition dont Heydrich saisit tout l'intérêt. Car ses propres forces de police sont inexistantes en zone libre et peu nombreuses en zone occupée. Il y a
à peine 3000 membres de la police allemande, ce qu'on appelle improprement la Gestapo, c'est-à-dire la SIPO-SD, qui sont chargés d'une myriade de missions, depuis la lutte contre la résistance, en passant contre la lutte contre le marché noir, le renseignement, etc., etc. Et ça ne permet pas aux Allemands de mettre en œuvre la solution finale en zone occupée. Ils ont besoin totalement du renfort de la police française. Selon les archives allemandes, Heydrich avance ses pions et teste le français, qui n'a jamais exprimé en public d'opinion antisémite. Heydrich lui dit « Nous allons déporter 5000 juifs, tous des hommes de la zone occupée, vers l'Allemagne. » Et immédiatement, Bousquet lui dit « Mais pourquoi vous ne prenez pas aussi tous les juifs apatrides que nous avons internés dans la zone libre ?» Les juifs apatrides. Des familles parmi lesquelles des Allemands et des Autrichiens, déchus de leur nationalité par les nazis, et qui, avant la guerre, avaient trouvé en France une terre d'asile. Mais arrêtés en 1940 sur ordre de Vichy, ils sont depuis essentiellement détenus en zone libre dans les camps de Rivesaltes et de Gurs. Il y a cet épisode inimaginable où Bousquet propose aux Allemands de leur livrer les Juifs qui vivent en zone libre. C'est absolument inédit en Europe. Les Allemands ont toujours arrêté les Juifs dans les zones qu'ils contrôlaient. Nulle part ailleurs, des Juifs ont été livrés aux Allemands depuis des zones inoccupées. Cet échange, scrupuleusement consigné dans les archives de la SS, atteste que Bousquet, secrétaire général de la police, a promis aux nazis 10 000 juifs de plus que ce qui était escompté. Ce faisant, le Français signait le coup d'envoi de la rafle du Veldiv. Trois semaines plus tard, un second événement va précipiter le cours de l'histoire. À Prague, Reinhard Heydrich est assassiné dans sa voiture par la résistance tchèque. Le parti nazi lui offre alors d'impressionnantes funérailles et jure que sa mort sera vengée. À Berlin, au siège du 4B4, le service des affaires juives qui mène la solution finale, une réunion est organisée à la hâte. Aux commandes, Adolf Eichmann. Spécialiste de la question juive depuis 1935, il est l'organisateur de la solution finale. Autour de lui, ses représentants en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Vous avez autour d'Adolf Eichmann un petit nombre d'hommes qui sont les Judenreferat. Donc ce sont des hommes zélés, ce sont des hommes animés par une idéologie antisémite. Et il est décidé la déportation des Juifs à l'Ouest. C'est ça, là. Les véritables représailles à la mort de Heydrich, c'est de déclencher la solution finale à l'Ouest de l'Europe. Selon les archives secrètes de la SS, c'est donc depuis ce bureau berlinois que se décide la future rafle du Veldiv. Dans un premier temps, les Juifs visés seront des deux sexes et seront âgés de 16 à 40 ans. Des trains d'une capacité de 1000 Juifs alimenteront chaque semaine les camps de concentration et les centres de mise à mort du Reich. Un plan taillé sur mesure pour un jeune ambitieux de 29 ans, Theodor Dannecker, chargé de la question juive en France. Dannecker est un antisémite fanatique, extrêmement anti-juif, brutal. Et au cours de la réunion, Dannecker promet de faire arrêter 100 000 juifs en France. Là où l'autre nulard aux Pays-Bas, il dit 15 000, et l'autre tocard en Belgique, il dit 10 000, moi je vais vous montrer que je peux faire 100 000. Après discussion, il sera finalement convenu que Dannecker livrera 40 000 juifs depuis la France d'ici la fin 1942. Paris, 3 semaines avant la rafle. Theodor Dannecker informe Vichy. La police française devra se mettre à sa disposition pour une première rafle en zone occupée. 40% des Juifs arrêtés seront de nationalité française. Un détail pour Dannecker, mais qui pourrait faire capoter toute l'opération.
Laval et Bousquet vont faire savoir que ce n'est pas possible pour le moment. On commence par les Juifs étrangers et ensuite on verra. Vichy ne s'oppose pas à la déportation des Juifs. Mais s'il s'agit de Juifs français, alors les Allemands devront procéder eux-mêmes aux arrestations. Eichmann et Dannecker sont totalement paniqués parce qu'il faut remplir des trains qu'ils ont commandés au ministère des Transports allemand et il n'y a pas de Juifs pour mettre dans les trains. Qui va les arrêter? Parce que l'armée allemande n'est pas favorable à ces déportations. Elle refuse même à un moment l'escorte des Juifs. Et d'ailleurs, Himmler s'en plaindra et dira la responsabilité du peu de Juifs qui ont été déportés de France tient à la mauvaise volonté de l'armée allemande. 2 juillet 1942, Bousquet est convoqué à Paris. Le général Auberg, chef de la SS et de la police en France, et son second Helmut Knochen ont reçu l'ordre de faire plier le français. Cette rencontre, rapportée dans un document de l'ASS et révélée par Serge Klarsfeld, va faire basculer la France dans ses heures les plus noires. Knochen fait comprendre à Bousquet ça a une telle importance pour le Führer que vous ne pouvez pas attendre de la part du Führer la moindre compréhension. Ça veut dire qu'il va y avoir une crise. Mais il ne dit pas quoi. Il n'y a pas d'ultimatum allemand. Le seul ultimatum qu'il brandit, c'est l'éventuelle représailles de Hitler si Vichy dit non pour donner la police française. Bousquet ne peut pas être dupe. Les Allemands bluffent. Car ils ne peuvent se permettre de mettre en péril une collaboration si utile à l'effort de guerre. Pourtant, contre toute attente, Bousquet plie. Mais à 2 conditions. Que cette rafle ne concerne que les Juifs étrangers et surtout qu'il devienne le chef incontesté de la police française. C'est lui qui entraîne Laval et qui entraîne Pétain à donner la police française. Et cela, c'est un crime absolument impardonnable. Il n'a pas conscience de l'énormité du crime qu'il est en train de commettre vis-à-vis de la France. Ainsi, par la voix de Bousquet, le gouvernement de Vichy prend l'engagement d'arrêter et de livrer aux forces occupantes des milliers de familles juives lors d'une opération où la police française sera seule aux commandes. La grande rafle aura bien lieu. Paris, quelques heures avant le déclenchement des opérations. Dans les quartiers juifs de la capitale, derrière les fenêtres closes et les portes cochères, une rumeur se répand. Une rafle visant les Juifs serait imminente. Ma mère a dû l'apprendre parce que la veille au soir, ça a dû être une traînée de poudre et elle nous a cachés chez nos grands-parents paternels qui habitaient à environ 50 mètres de chez nous. Beaucoup de bruit circulait à ce moment-là dans notre quartier où la population juive était relativement importante et ma mère était restée convaincue jusqu'au bout que ce qui avait pu se réaliser en Allemagne ne pourrait jamais se réaliser en France. Les hommes, jusqu'alors cible des arrestations, fuient leur domicile. Pourtant, Laval a déjà approuvé la demande des Allemands d'arrêter les femmes. Il est même allé plus loin. Lors d'une réunion secrète, il leur propose d'arrêter tous les enfants âgés de 2 à 15 ans. Je pense sincèrement qu'il ne voulait pas avoir sur les bras des milliers d'orphelins. Alors il a déguisé cela en acte humanitaire. Il a prétexté que les familles devaient rester ensemble. Laval ne peut pas faire autrement, parce qu'il a pris une décision criminelle. La décision criminelle, c'est d'arrêter les Juifs, les familles juives. Quels arguments on va donner? On ne peut pas dire aux Français, écoutez, les Allemands vont tuer les parents, alors on ne leur donne pas les enfants parce que les enfants probablement vont mourir également. On ne peut pas dire ça. Donc, puisqu'il ne peut pas le dire, il demande que les enfants partent avec pour ne pas lui créer de problème. Des enfants nés pour la plupart en France, et donc français. Laval, Pétain et Bousquet avaient pourtant prétendu vouloir épargner les Juifs français. Ainsi, seront exaucés les vœux de l'écrivain collaborateur Robert Brasillac,
qui, en parlant des déportations de Juifs, écrivait « Surtout, n'oubliez pas les petits ». Paris, 16 juillet 1942, 4 heures du matin. À travers toute la capitale, 4500 policiers reçoivent leur lot d'adresses à visiter, de noms à arrêter. 22 000 hommes et femmes minutieusement sélectionnés quelques jours plus tôt, grâce à un fichier recensant les Juifs créé entre 1940 et 1941. Il a été mis en place par un fonctionnaire, un certain André Tullard. C'était un homme méticuleux qui avait créé pour l'occasion un code très élaboré, avec les noms et adresses et les pays d'origine de tous les Juifs qui avaient pu être localisés en France. Là, ces fichiers n'ont pas été pensés pour procéder à des arrestations, mais pour contrôler la population juive, sauf qu'en 1942, les fichiers deviennent des instruments qui permettent d'organiser les rafles. Et donc, c'est à partir de ces fichiers qui sont extrêmement précis, extrêmement bien organisés, que vont être identifiés les gens arrêtés. Les commissaires donnent leurs consignes. Tous les Juifs arrêtés devront d'abord être conduits dans des centres primaires, des commissariats, des écoles, des gymnases réquisitionnés pour l'occasion. Les arrestations devront être menées tambour battant et sans paroles inutiles. Dans le quartier de Ménilmontant, Rachel Gédinac et sa sœur, cachées chez leurs grands-parents, sont réveillées aux premières lueurs de l'aube. J'ai entendu des coups violents frapper à la porte. « Police, ouvrez! Allez les enfants, habillez-vous vite, vous allez rejoindre votre mère. » Ma grand-mère a essayé de dire « mais ce ne sont que des enfants, rien à faire ». Nous descendons, nous retournons auprès de notre maman et en chemin, il y a un des deux policiers qui nous dit d'un air goguenard « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. » Nous avons été dénoncés, 2 enfants, par notre concierge. Rue des Abbesses, dans le 18e arrondissement. Joseph Weissmann est avec sa mère et ses 2 sœurs lorsque la police fait irruption dans l'appartement familial. J'avais retenu comme impression que le civil, il avait un visage complètement vide. Ils n'ont eu aucune brutalité, rien du tout, mais son visage était effrayant. Il avait des yeux de poisson mort. Son père travaille dans son atelier, au 6e étage. Maman m'a dit, va chercher papa. Je suis monté au 6e, j'ai dit, papa, voilà, il y a la police qui est venue nous arrêter, maman m'a dit de venir te chercher. On m'a fait beaucoup de reproches d'ailleurs. On a dit, mais tu te rends pas compte, t'as dénoncé ton père. Il n'aurait jamais été question que mon père laisse partir sa famille pour se protéger. Donc j'ai été chercher mon père. Rue de Sévigné, la police interpelle Annette Krachser, ainsi que sa sœur et sa mère. Toutes les 3 sont traînées dans la rue, alors que Paris s'éveille et découvre le balai incessant des arrestations. Je me souviens de ma crainte, j'avais 12 ans, qu'on puisse nous apercevoir et qu'on puisse penser qu'on avait fait quelque chose de mal, puisque on était arrêtés par des policiers. Et j'avais eu cette réaction de honte. Tout le long du chemin que nous avons fait à pied, j'ai vu des gens massés aux fenêtres, d'autres sur les trottoirs. Je regardais, j'en ai vu certains faire le signe de croix, les larmes aux yeux. Malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. Le juif dont on parle à la radio ou dans la presse, qui est un monstre qui domine le monde et qui complote contre la grandeur de la France ou de l'Allemagne, en fait, c'est le voisin du 3e étage, c'est les gamins qui vont à l'école avec vos gamins. Et d'un coup, le juif, c'est plus cette créature monstrueuse qui est décrite par les antisémites, mais c'est quelqu'un qui ressemble au reste de la population. Rachel Gédinac, sa mère et sa sœur sont conduites à la Bellevilloise, l'un des nombreux lieux dans lesquels les Juifs sont emmenés avant d'être tous regroupés. Nous étions plusieurs centaines dans ce lieu, serrés les uns contre les autres, les policiers qui sifflaient, qui hurlaient.
Et là, ma mère n'avait qu'une idée en tête, c'est nous voir fuir. Et une voisine s'est approchée de ma mère et lui a dit « Léa, sa grande fille, 14 ans, a réussi à s'enfuir par l'issue de secours. » Alors ma mère s'est tournée vers nous et nous a dit « Vous allez faire comme Léa. Je ne veux plus vous voir. Vous allez près de l'issue de secours et si on vous refoule, vous restez là-bas. » Je n'ai pas voulu lâcher ma mère. J'ai hurlé. Je ne veux pas te quitter. Alors, ma mère m'a giflé violemment. La seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. À l'arrière du bâtiment, les deux policiers en faction détournent le regard et laissent s'échapper les deux fugitives. Les deux fillettes vont alors se cacher chez leurs grands-parents. Dans la capitale, les arrestations continuent et les centres de tri sont progressivement évacués. Les couples sans enfants et les célibataires sont conduits au camp de Drancy, dans le nord-est parisien. Les familles, rue Nélaton, au pied de la Tour Eiffel. Les autobus sont arrivés et c'est dans ces conditions-là que nous sommes arrivés devant le Vélodrome d'hiver. Le Vélodrome d'hiver, surnommé le Veldiv, le temple du sport parisien. Le bâtiment, aujourd'hui disparu, est construit en 1909 pour y accueillir les compétitions de courses cyclistes, très en vogue à l'époque. Long de 180 mètres et large de 90, sa structure en acier peut accueillir 17 000 spectateurs sur des gradins de briques et de béton équipés de strapontins. En contrebas, la piste en bois relevé entoure un vaste terre-plein central. Il faut des lieux qui permettent de rassembler autant de monde. Et le Vélodrome d'hiver est l'un des plus grands espaces qui se trouve dans la ville de Paris, au centre de Paris. Au matin du 16 juillet, les premiers autobus arrivent devant l'enceinte. Le quartier est bouclé. Aucune information ne doit fuiter. Une seule et unique photo sera prise clandestinement depuis l'une de ses fenêtres. La seule image qui témoignera à jamais de la rafle du Veldiv. La photo qui a été retrouvée a été prise apparemment par un photographe de presse, mais c'est une photo qui est extraordinaire. Il n'y a aucune volonté de montrer ce qui se passe. Et c'est ce qui va se passer durant toutes les rafles de l'année 42 et ensuite, c'est que les rafles et les arrestations liées à la solution finale ne sont pas publicisées par l'État. Annette et Joseph découvrent le Veldiv. La chaleur y est étouffante, amplifiée par une gigantesque verrière peinte en bleu pour ne pas être repérée par l'aviation alliée. Et alors là, nous avons eu la surprise terrible de voir cette enceinte où étaient entassés déjà beaucoup de monde. Dès le premier jour, ils sont plus de 6 000, assis sur des strapontins ou à même le sol. Il y avait des haut-parleurs qui parlaient qu'on n'entendait pas, qu'on entendait mal. Un bruit terrible, des cris, une foule, des familles entières, des enfants et l'effroi total. C'était indescriptible, c'était un chaos. Il y a une femme, par exemple, qui s'est jetée du haut du gradin, qui s'est écrasée dans une mare de sang. Et moi, à ce moment-là, je me suis mis comme dans une petite bulle, vous voyez, pas respirer trop fort, pas faire de bruit, pas faire de mouvement. Je me faisais aussi petit que possible. Le 17 juillet, en fin de journée, 4115 enfants, 2916 femmes et 1129 hommes sont pris au piège de la grande halle du Veldiv. Toutes les issues sont étroitement surveillées par des policiers français. Armes au poing, ils ont ordre de ne répondre à aucune demande, fût-elle la plus élémentaire.
Ben, l'administration française a des traditions d'incurie remarquables, et là on l'a vu, puisque rien n'était préparé. On n'avait rien à bouffer, toutes les toilettes ont été rapidement bouchées, et au bout de 5 jours, je ne vous dis pas la puanteur qu'il peut y avoir là-dedans. Alors c'est ainsi, dans ces conditions-là, que nous avons passé 3 jours et 3 nuits dans cet enfer, sans savoir combien de temps ça allait durer, quand on pourrait boire, quand on pourrait aller aux toilettes, et qu'est-ce qu'on allait faire de nous. Que vont-ils devenir? Les Juifs du Veldiv l'ignorent encore. Himmler, le chef de la Gestapo en tournée en Pologne et en Ukraine, le sait très bien. Hasard de l'histoire, le jour où les Juifs sont entassés au Vélodrome d'hiver, lui inspecte sa machine à broyer du Juif. Il va notamment se rendre à Auschwitz pendant 2 jours pour visiter les installations et en particulier, en premier lieu, les installations d'assassinat. Et on sait que Himmler, le 17 juillet, va assister à un gazage d'un convoi qui vient des Pays-Bas et regarder comment sont organisées les opérations à Auschwitz. Ainsi, en juillet 1942, bien qu'inachevé, le site d'Auschwitz est déjà opérationnel. C'est celui que découvriront la quasi-totalité des raflés du Veldiv. Mais il faut aussi comprendre que le processus de destruction, il demeure très largement archaïque et rudimentaire. Quand les convois de Juifs arrivent à Auschwitz, ils descendent sur une voie ferrée et ils sont acheminés vers des chambres à gaz qui ont été installées dans d'anciennes fermes polonaises. Donc il n'y a rien d'industriel. Mais en permanence, les tueurs, les SS, mais aussi la Wehrmacht et d'autres unités allemandes, vont chercher à améliorer le processus de destruction. L'effroyable machine des nazis est lancée. Il lui faudra alors chaque jour son quota de Juifs. Au même moment, à Vichy, pour Laval et Pétain, l'heure est au bilan. Au total, 13 152 Juifs ont été arrêtés. Un résultat très en dessous de l'objectif de 22 000 arrestations fixé par les Allemands. Toutes les rafles donnent des résultats insuffisants en raison du manque d'enthousiasme de la police française qui sait qu'elle est en train de faire des actes contraires aux droits des gens. Il y avait des policiers ravis à l'idée d'arrêter et d'expulser des Juifs. Et puis il y en avait d'autres qui étaient révoltés par cet ordre. Un certain nombre d'entre eux, dont les histoires sont très bien documentées, ont frappé aux portes et ont dit qu'ils reviendraient dans 2 heures. C'était une façon de prévenir les gens. Les plus avertis, en particulier les Polonais, savaient que des choses terribles allaient leur arriver. Ils se sont échappés. Combien étaient-ils, ces policiers réticents à exécuter les ordres? Nul ne le sait. Au Veldiv, près des latrines, Annette est tombée sur l'un d'entre eux. Et on a trouvé là un gradé de la police qui était complètement effondré et qui disait que ce n'était pas possible qu'on les ait mis dans ces conditions-là, qu'on les oblige à faire ça. Et j'en ai gardé un souvenir très précis parce que c'est la seule personne, le seul Français en uniforme qui nous a exprimé une humanité. Le 19 juillet, après 4 jours de détention dans des conditions épouvantables, les familles sont progressivement évacuées du Veldiv. Direction la gare d'Austerlitz, dans l'Est parisien. On nous pousse vers la gare de marchandises. Et là, on voit des wagons à bestiaux. Et on nous fait monter dans ces wagons à bestiaux qui servaient essentiellement à transporter des chevaux. Ils plombent les portes, on est parti. Naturellement, rien à boire. Un pot de chambre, vous voyez, pour 200 personnes. Et il y avait juste une petite lucarne dans un coin du wagon, où de temps en temps, on voyait un père soulever son enfant pour essayer de le faire respirer. Je me souviens d'un étouffement terrible. On était collés les uns aux autres. Je me souviens du mal à retrouver ma respiration. C'est tout, je n'en me souviens. Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Je n'en peux plus. Après 5 heures d'un voyage éprouvant, Annette, sa sœur et sa mère débarquent à Pithiviers,
à 75 km au sud de Paris. Joseph et sa famille à Beaune-la-Rolande, 17 km plus loin. 2 villages du Loiret, dans lesquels ont été construits en 1939 2 camps d'internement. Conçus à l'origine pour des prisonniers de guerre, ils sont depuis devenus des réservoirs à juifs sous contrôle français. Du camp de Pithiviers, il ne reste aujourd'hui que ce silo. Mais à l'époque, le camp s'étend sur plus de 400 mètres. Il est composé de 19 baraques, d'un poste de garde, d'une infirmerie, d'une cantine, de cuisine, d'un atelier et de latrines. Une clôture et plusieurs rangées de fils barbelés en fixent les limites. Tout autour, des miradors équipés de projecteurs limitent le risque d'évasion. Lorsqu'Annette et sa famille en franchissent les portes, elle s'installe dans la baraque numéro 18. Baraque classique en bois, avec des chalets en bois, comblés par de la paille, et les uns à côté des autres. Et nous allons vivre la vie d'interné dans un camp d'internement tel que les gardiens ont l'habitude de pratiquer avec n'importe quel prisonnier, sans tenir compte qu'il s'agit de famille et d'enfants. Le 22 juillet, le camp compte 4 471 internés, dont la moitié sont des enfants. Un nombre qui dépasse largement sa capacité maximale de 2300 prisonniers. Des baraques qui étaient faites pour à peu près 100 à 120 personnes. En fait, on double le nombre, donc vous imaginez, les chalets sont insuffisants. Donc, les autorités du camp vont réquisitionner un grand hangar dans lequel on va installer, si je puis dire, 2000 personnes. Situé au nord du camp, ce hangar servait jusqu'alors de dépôt de paille pour l'armée allemande. Longtemps oublié, son existence a été révélée par des archives récemment exhumées. Cette lettre, écrite par un prisonnier, a été déterminante. Voilà 8 jours que je suis à Pithiviers. Nous sommes 2400 personnes dans un hangar, avec des femmes et beaucoup d'enfants. Nous couchons par terre sur un peu de paille et des enfants pissent et vomissent dessus. Si nous devons rester 15 jours là-dedans, la plupart seront crevés, surtout les enfants. Donc, une grande majorité d'enfants vont dormir par terre avec une paille qui n'est jamais changée, des conditions d'hygiène que vous imaginez. Donc, ils n'ont pas de vêtements de rechange, ils se couvrent très vite de vermine, ils tombent malades, il y a des épidémies, en particulier de diphtérie, il y a des enfants qui meurent de diphtérie et évidemment pas de médicaments. À 17 km de là, dans le camp de Beaune-la-Rolande, les conditions d'internement ne sont guère plus enviables. Joseph, séparé de sa mère et de ses 2 sœurs, a intégré avec son père la baraque numéro 8. En ce qui concerne l'hygiène, c'était quasi inexistant. Il y avait un tuyau de cette fenêtre à cette fenêtre, avec un robinet tous les mètres ou tous les 50 cm. Et tout le monde faisait sa toilette devant tout le monde comme ça. Pour faire ses besoins, de cette fenêtre à cette fenêtre, il y avait une planche. Tous les 50 cm, il y avait un trou. Au fond, il y avait ce qu'on appelait une tinette, c'était une espèce de lessiveuse, et on faisait, ça tombait là devant tout le monde. Toujours l'humiliation, toujours en recherche d'humiliation. Dès le 31 juillet, 4 convois doivent partir pour Auschwitz. Les pères seront les premiers concernés. Viendra ensuite le tour des mères. Quant aux enfants, ils suivront plus tard. Et c'est alors que je dirais que la page la plus noire de l'histoire de France a été écrite, c'est-à-dire que discrètement, dans les camps du Loiret, assez loin de Paris, on sépare brutalement, la police française sépare brutalement les parents des enfants, on laisse 3000 enfants en bas âge, seuls, et on déporte leur mère et leur père à Auschwitz. Alors, la veille au soir, un gendarme vient devant notre baraque et plaît les noms des mères qui font partie de la liste. Maman est sur la liste.
C'est épouvantable. Alors, il y a encore devant nous une nuit ensemble. Et cette nuit-là, j'aurais voulu arrêter le temps. Et je me suis blottie contre maman. Et ça a été épouvantable. Le lendemain, dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers, les gendarmes regroupent les mères derrière les barbelés, utilisant jusqu'à la force pour arracher les enfants de leurs bras. Pour Annette, Joseph et leurs 4155 malheureux petits compagnons, c'est l'heure des adieux. On ne pouvait même pas se toucher parce que les barbelés, ça pique en plein soleil. Moi, effondrée, mais épouvantable. Maman nous donnant ses dernières consignes en disant « Mes enfants, soyez dignes, soyez solidaires et surtout, gardez le courage parce que je reviendrai. » Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et puis il y a eu un ordre d'un gendarme et toutes les femmes se sont retournées, sont reparties. On a vu un troupeau de femmes. On a perdu de vue notre mère. Et c'est la dernière vision que j'ai gardée de maman. Tout d'un coup, le camp est vide. Après ce chaos apocalyptique, c'est un silence écrasant. Le silence est plus lourd à supporter que le bruit. À Beaune-la-Rolande, comme à Pithiviers, des milliers d'enfants privés de leurs parents sont retenus prisonniers par les gendarmes français. Les plus jeunes ne connaissent même pas leur nom. Dans la baraque 18, Annette et sa sœur font partie des plus grandes. Du haut de leurs 12 et 15 ans, elles sont nommées sous-chefs de baraque. Alors les enfants ont pleuré, ont appelé leur mère, ont crié. Et puis ensuite, très rapidement, les enfants qui de notre baraque sont devenus comme autistes. Ne parlaient plus, ne jouaient plus, ne voyaient plus l'extérieur et n'acceptaient plus rien de nous. Le jour même, à Vichy, au Conseil des ministres, Bousquet reçoit de Laval des félicitations. Son précieux accord pour une police unifiée et sous son contrôle est entériné par les Allemands. La police française a retrouvé sa souveraineté. Mais à quel prix? Ceux qui prennent les décisions sont des gens qui ne voient même pas les Juifs. Laval n'est jamais allé voir un camp. Bousquet n'est jamais allé voir un camp. Ils n'ont jamais vu les souffrances des gens. Ils n'ont pas voulu les voir, d'ailleurs. Quand on prend des décisions inhumaines, on se tient à distance plutôt que rapprocher des victimes. Le 12 août 1942, les SS donnent l'ordre de transférer les enfants. Direction Drancy, dans le nord-est parisien. Là, un ensemble d'habitations laissées inachevées depuis 1935 abrite un camp d'internement qui deviendra l'antichambre d'Auschwitz en France. Dessinant un vaste U, il est divisé en plusieurs quartiers d'habitation de 5 niveaux chacun, desservis par des escaliers. Toutes les issues donnent sur une vaste cour dont l'extrémité est close par plusieurs rangs de barbelés et un poste de garde. Tout autour, des miradors permettent d'en assurer la surveillance. Alors là, moi, je me suis complètement effondrée. Parce que j'ai eu l'impression que c'était vraiment un camp dur. Parce qu'il y avait ces grands immeubles avec une cour dont le sol était noir, pas un arbre, des gens agrippés aux fenêtres. À partir de l'été 1942, en quelques semaines, on va avoir quasiment 30 000 personnes qui vont être envoyées ici, qui vont y séjourner pendant 24, 48, 72 heures.
Drancy devient vraiment une plaque tournante, voire l'unique camp de transit pour les déportations depuis la France, essentiellement vers Auschwitz. Dès leur arrivée, les milliers d'enfants sont parqués dans des pièces vides de l'aile est du bâtiment. Le bloc des partants. Ceux pour qui la déportation à Auschwitz est imminente. Au sol, il n'y avait que de la paille. Les enfants affalés, l'absence de nourriture, l'absence d'eau, leur dysenterie qui s'était accentuée. Ils étaient plus humains, ils étaient pitoyables. À l'extérieur du camp, des badauds s'agglutinent. Pour certains, des proches venus dans l'espoir d'apercevoir l'un de leurs parents détenus. C'est le cas de Rachel et de sa sœur. Les internés montaient tout en haut. Je garde ça en mémoire. Et ils essayaient d'apercevoir ceux qui venaient les voir. Je n'ai pas vu ma maman et je suis repartie en pleurant avec ma sœur. La deuxième fois, un monsieur me voyant pleurer m'a prêté une paire de jumelles. Et j'ai pu de loin apercevoir le visage de ma maman qui nous a vus, qui nous a reconnus et qui a fait ce geste. Fuyez, fuyez, parce que les gendarmes nous pourchassaient tout autour du camp. Nous étions constamment en danger. Voilà l'adieu de ma mère. Le 21 août, le premier départ des enfants est annoncé. Escaliers 1, 2 et 3. Et nous avons entendu les cris des gendarmes. On a entendu les pleurs des enfants. Nous regardions en bas de l'escalier la tente des enfants avant leur départ. Parce que, je suis après, les SS d'Auschwitz craignaient beaucoup l'arrivée de poux avec les enfants. Et pour moi, c'était le summum de ce qui pouvait nous arriver. Et je trouvais que vraiment, c'était une épreuve absolument insurmontable qu'on serait obligé de surmonter. Entre le 21 août et le 26 août 1942, 4051 enfants du Veldiv sont déportés à Auschwitz. Dès leur arrivée, ils sont emmenés dans les centres de mise à mort pour y être gazés. Rosette, 9 ans. Samuel, 3 ans. Henri, 9 ans. Kira, 7 ans. Paul, 11 ans. Monique, 3 ans. Hélène, 7 ans. Charles, 2 ans. Aline, assassinée le jour de ses 3 ans. Un sort que Vichy ne pouvait ignorer. Dès l'été 42, il y a des informations qui circulent sur ce qui se passe dans la Pologne occupée contre les Juifs. C'est évoqué à la BBC, c'est évoqué dans la presse anglo-saxonne, c'est évoqué dans les journaux clandestins, par exemple de la résistance communiste ou la résistance gaulliste en France. Il y a des rapports des RG qui disent qu'il y a telle ou telle rumeur sur le sort des Juifs. Il y a même des rumeurs que les Juifs sont gazés. À un moment donné, Laval devait préparer son discours pour les journalistes. Il a été décidé qu'il dirait que les Juifs allaient dans des colonies agricoles en Pologne. Mais les conditions de transport étaient telles qu'ils devaient s'attendre au pire. Il ne fallait pas faire beaucoup d'efforts pour comprendre que les Juifs allaient finir assassinés. « 31 août 1942, Lyon. Vous n'aurez pas les enfants. C'est par ces mots que le cardinal Gerlier répond au préfet. L'homme de Vichy lui avait demandé de livrer les 108 enfants juifs exfiltrés du camp de Vénissieux par des institutions catholiques. Car 5 jours plus tôt était déclenchée la phase 2 des rafles de l'été 1942, le deuxième acte oublié de l'histoire. L'arrestation par la police française de 10 000 juifs en zone libre. Les rafles de la zone libre se sont déroulées en plein jour et en centre-ville. Et il y a eu des centaines de scènes de séparation,
absolument horrible entre les mères et leurs enfants. Et un grand nombre de Français ont assisté à ces scènes dans toute la zone sud. Et cette rafle a ému profondément la population française. Et pas seulement la population française, mais les élites spirituelles françaises, c'est-à-dire l'Église catholique et les dirigeants de l'Église réformée. L'Église, pourtant pilier du pétainisme, serait-elle sur le point de lâcher Vichy? C'est en tout cas le choix d'influents prélats qui n'hésitent plus à condamner publiquement Pétain pour le sort qu'il a réservé aux Juifs. Plus inquiétant encore pour le pouvoir, des rapports de police font état d'une population largement révoltée par le spectacle des arrestations. La situation est explosive. Laval implore les Allemands. Ne me demandez plus de Juifs. Les chefs de la SS en France comprennent alors qu'il faut réduire la cadence pour ne pas braquer la population française. Knochen obtient le soutien de Himmler dans cette politique, je dirais, modérée, qui est de obtenir le maximum de Juifs qu'on peut obtenir sans créer une situation trop difficile pour les dirigeants de Vichy. Si Vichy a freiné sa collaboration policière intense avec les Allemands, on le doit aux églises et à la population française. Si les arrestations en France ne cessent pas, elles seront désormais moins nombreuses. Quant au rythme des déportations exigées par les Allemands, jamais il n'atteindra son objectif. Durant l'été 1942, Vichy aura finalement livré aux nazis plus de 30 000 juifs, dont 13 152 arrêtés lors de la rafle du Veldiv. Seuls 50 survivront à l'enfer des camps. Annette et sa sœur échapperont à la déportation. Une de leurs tantes assistantes sociales réussira à les faire libérer. Quand on a fait l'appel et que nous avons été les deux seuls enfants à sortir de Drancy, ça a été un choc épouvantable avec l'espèce de concrétisation du départ des enfants par ce vide autour de nous. Alors nous sommes sortis de Drancy, toutes les deux, avec l'étoile. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis trouvée libre. Joseph se cachera dans un orphelinat du 18e arrondissement. Quelques semaines plus tôt, il s'évadait du camp de Beaune-la-Rolande avec un autre Joseph âgé de 11 ans comme lui. Et il y en a un de nous deux qui a une idée de génie, qui a dit, il y a un moment donné dans la journée où le camp est complètement vide, où il n'y a personne, c'est le moment où on va à la baraque de ravitaillement pour toucher le repas du jour. C'était la chose la plus importante de la journée. C'était à midi. Alors à midi, on est rentré dans les barbelés, mais par en bas. Et avec nos petits bras et nos petites mains, on a écarté les barbelés. On est resté à peu près 5 à 6 heures pour franchir ces inextricables rouleaux. Et quand ils ont fait l'appel, il manquait de Joseph. Et on a été très recherchés. Je l'ai su après. Il était inadmissible que deux morveux de 11 ans passent à travers les mailles d'un filet tellement serré. Et on les a eus quand même. Après la guerre, le chef du gouvernement de Vichy, Pierre Laval, jugé pour trahison, sera exécuté le 15 octobre 1945 à la prison de Fresnes. 2 mois plus tard, l'Allemand Theodor Dannecker, prisonnier des Américains, se suicidera dans sa cellule. Les SS Karl Oberg et Helmut Knochen, condamnés à la prison à vie, seront libérés discrètement en 1962 sur ordre du général de Gaulle. Enfin, le chef de la police René Bousquet, acquitté à la suite d'un procès bâclé en 1949, sera mis en examen 40 ans plus tard pour crime contre l'humanité grâce aux recherches de Serge Klarsfeld. Assassiné par un déséquilibré, son procès et à travers lui celui de la rafle n'aura jamais lieu. Aucun n'a jamais exprimé le moindre remords.